Bonjour à toutes et à tous, merci de me rejoindre sur mon site internet La véritable histoire des religions de l'humanité et de la série littéraire qu'il contient. Donc je suis Ivar Bréjean, l'auteur de ce site et de cette série littéraire. Vous pouvez me retrouver donc sur www.ivar-bréjean.com. Je vous rappelle brièvement que ce site a pour objet de remonter le temps, de nous permettre de connaître l'histoire de l'humanité et de la religion en décryptant le langage symbolique de la mythologie au moyen des langues sumériennes et hiéroglyphiques. Nous allons illustrer cela aujourd'hui par un article tiré d'un de mes livres. Vous trouvez ce livre à la rubrique Les livres déjà parus. Le livre en question donc s'intitule Le déchiffrage du langage des cavernes. Je l'ai renommé aussi en Adam, entre parenthèses Kish ou Gizeh, le grand dieu païen préhistorique. Nous verrons pourquoi, vous verrez pourquoi à sa lecture. Donc ce livre a simplement pour objet de faire la démonstration que les couples d'animaux cygnes, donc rupestres, préhistoriques, correspondent à un langage idéographique, en l'occurrence le plus ancien langage idéographique connu et déchiffré, le proto-cunéiforme, ou aussi appelé le proto-sumérien. Alors, l'article que nous allons examiner aujourd'hui, tiré de ce livre, vous le retrouvez à la rubrique Lire en ligne, c'est cet article-là. Alors il est évident que la première question au regard du titre à se poser est la signification du signe pétiforme. Alors si vous allez sur mon livre, en l'occurrence le voici au format donc PDF, vous trouverez en bibliographie donc la référence suivante. C'est un essai de sémiologie préhistorique donc, qui a été édité par la Société préhistorique française en 1977. Donc, aux pages 545 à 158, vous trouverez donc cet essai donc, qui a été rédigé par le couple Sauvé et monsieur André Wlodarczyk. Et qu'est-ce qu'il relève dans leur essai? Vous trouverez ce tableau en fait qui répartit tous les signes préhistoriques qu'ils ont pu relever en différentes catégories, en signes triangulaires, en cercle ou demi-cercle, en quadrilatère. Vous remarquez ici qu'il est question de ce qu'ils appellent des signes pétiformes, donc on retrouve celui que nous allons examiner tout à l'heure, des quadrilatères, des claviformes, alors je reprends bien évidemment leur terminologie, des tectiformes, des flèches, des rameaux, des chevrons, des croix, des bâtonnets, des points ou bien des nuages de points. Et dans mon livre donc, si vous allez à la page 89, donc là nous sommes dans mon livre, le déchiffrage donc du langage des cavernes, vous trouverez un tableau comparatif qui compare, colonne de gauche, l'intégralité des signes préhistoriques relevés par les archéologues avec l'intégralité des signes auxquels on peut associer, que l'on peut associer donc aux signes préhistoriques, sachant que ces signes-là sont tirés du proto-cunéiforme ou du proto-sumérien. On retrouve donc les signes carrés, les signes rectangulaires, les signes quadrilatères à appendice, les pétiformes, les fameux pétiformes dont il est question dans cet article que nous allons examiner tout à l'heure. Il est aussi donc ce tableau comparatif compare aussi donc les grilles, les scalariformes, les quadrilatères à excroissance, les claviformes, les chevrons, les triangles, les cercles, les ovales réniformes et demi-cercles, les péniformes, les rameaux, les tectiformes, les zigzags, les croix, les bâtonnets et les ponctuations. Si nous revenons maintenant à notre article, nous avons compris que par ce signe pétiforme, il est question de ce signe-ci. Quant à cette figure, d'où a-t-elle été tirée? Eh bien en fait, si vous descendez tout en bas
de l'article, en bibliographie, vous allez trouver le fait qu'il est fait mention donc du bulletin de la Société préhistorique française 5578 et donc de l'article édité par André Leroi-Gourhan sur le symbolisme des grands signes dans l'art pariétal paléolithique. Et si vous allez donc à la référence que je vous indique sur percé.fr, vous trouvez donc cet article d'André Leroi-Gourhan, le symbolisme des grands signes dans l'art pariétal paléolithique, et vous trouverez donc cette figure que nous allons examiner dans l'article. Elle est un petit peu plus bas. Voilà, elle est ici. Donc c'est un relevé qu'il a fait donc d'un auroch dans la grotte de Marsoulas avec ses deux cornes prédominantes, ce signe très particulier ainsi que ces deux autres signes, et qu'il a référencé comme étant le numéro 200 de toutes les figures qu'il a pu répertorier. J'attire aussi votre attention sur la figure 138 de son essai, celle-ci, où on retrouve à nouveau le signe, un signe pétiforme, avec donc deux traits obliques, et en dessous, ce qui s'apparente donc à un rameau, et avec une ligne de séparation, puisque c'est aussi quelque chose que nous allons décrypter ensemble dans cet article. Alors comment allons-nous procéder? Eh bien, si on va à la table des matières, on va déjà donc mettre en évidence ce signe, voir sa signification en proto-cunéiforme, en hiéroglyphique hittite et en proto-élamite. Après quoi donc nous décrypterons le premier signe, celui-là, la fresque 200, et après quoi donc nous serons à même de décrypter aussi la fresque 138, donc celle-ci. Comme je le dis donc sur le site, vous pouvez d'ores et déjà remarquer que ce signe pétiforme là donc est bien différent de l'autre signe pétiforme que l'on trouve aussi sur la fresque du grand panneau donc de Marsoulas, qui fera l'objet d'un article distinct. Pour quelle raison? Eh bien, on va un petit peu grossir si c'est possible. Pardon. Vous voyez, la dent de gauche de la fresque du bison de Marsoulas, elle est incurvée, ce qui n'est pas le cas de ce signe pétiforme là. Nous verrons que cela explique leur différence de sens, puisque chacun de ces signes, étant donné qu'il a une forme différente, n'a pas le même sens. Alors voyons maintenant qu'est-ce que ce signe signifie donc, tout d'abord en proto-cunéiforme. Alors comme je l'indique sur le site, ce signe préhistorique qui est là, alors il est un petit peu petit, je vais vous le montrer un peu après de manière plus agrandie. Donc il correspond en fait à celui que j'ai indiqué comme étant le numéro 20A de mon tableau comparatif, donc des signes préhistoriques et des signes proto-sumériens. Vous le retrouvez donc en page 90. Voilà, 20A. Vous avez ici le signe préhistorique et ici ses correspondants proto-sumériens avec différentes variations, puisque chacun de ces signes signifie tous la même chose, mais il est possible en proto-sumérien de les représenter de manière légèrement différente, avec 3, 4, 5, voire plus de peignes, si on devait continuer d'utiliser la terminologie donc archéologique. Donc si nous revenons sur le site, donc je précise, je spécifie que ce signe proto-sumérien signifie Galles. Alors d'où est-ce que cela sort? Est-ce que c'est une invention bréjantienne? Il suffit d'aller simplement donc en bibliographie et de se rendre bien sur le site de la CNIL. Alors qu'est-ce que la CNIL? La CNIL, c'est
un site qui dépend du CNRS et de l'université d'Oxford et qui est notamment donc spécialisé dans les langues archaïques. On retrouve ici la liste des signes protocunéiformes, donc de la plus ancienne période historique de Sumer, savoir la période d'Uruk. Il vous suffit simplement d'ouvrir cette liste ici et vous allez trouver l'intégralité des signes de cette langue qui, donc, je vous le rappelle si vous ne le savez pas déjà, a été déchiffrée donc au XXe siècle par un Allemand dans les années 30. Et si donc nous allons à Galles, voilà, qu'est-ce que nous trouvons? Nous trouvons ce signe protocunéiforme et le deuxième. Vous voyez, donc la simple différence, c'est que il y en a un qui a 5 peignes et l'autre n'en a que 3, mais leur signifié est exactement le même. Et si nous retournons maintenant donc sur le site, alors qu'est-ce que Galles signifie en sumérien? Eh bien, il vous suffit simplement de cliquer sur la référence et elle vous renvoie au lexique anglo-sumérien Aloran de 99 aux pages 30 et 31 où il vous est donné donc le signifié de ce terme Gal ou Ngal qui signifie donc une large coupe, un chef, un fils aîné, quelqu'un de puissant. Donc on comprend ici que ce terme Gal désigne quelqu'un de grand, de puissant, qui désigne donc un chef. C'est exactement le même signe que l'on retrouve dans l'expression du nom royal Lugal Dalou, que nous retrouvons ici sous deux formes. Sous la forme protocunéiforme, c'est-à-dire langage idéographique pur, avec, vous retrouvez ce signe Gal ici, et en cunéiforme, c'est-à-dire en fait dans la version plus récente et stylisée, puisque finalement le cunéiforme ne fait que styliser l'écriture idéographique qui l'a précédé. Donc on retrouve ici. Et l'idéogramme de Lugal, suivant donc toujours la CNIL, là je vous laisserai le soin d'aller consulter cette référence sur le site que nous avons vu tout à l'heure, est aussi donné pour signifier un roi ou un maître. Donc on voit ici un personnage et toujours avec lui associé ce signe pertiforme caractéristique, que ce soit à côté de lui ou sur sa tête, et signifiait donc qu'il s'agit d'un roi. On comprend que ça quasiment pour nous, mis sous cette forme, sous le sens, ça a le sens finalement, on le comprend bien, d'une couronne. Alors, maintenant que nous avons compris ce que signifie ce signe en proto-sumérien, il est intéressant aussi de voir qu'en hiéroglyphique hittite, le signe correspondant, avec 3 peignes, bien c'est le signe qui donne en latin le terme dominus, c'est-à-dire maître. Et comme je le dis sur mon site, il n'est pas utile d'en rajouter pour comprendre ce que cela signifie. À titre indicatif, je précise qu'en proto-élamite, ce signe est aussi présent avec 4 peignes. Je précise aussi que le proto-élamite, à la différence du proto-sumérien et à la différence de l'élamite linéaire, qui a été récemment déchiffré par François Dessay, un chercheur français, cette langue n'a toujours pas été traduite. On peut toutefois assez facilement imaginer qu'étant donné la proximité linguistique et culturelle entre Sumer et l'Élam, que ce signe M38A, tel que référencé dans les signes proto-élamites, a vraisemblablement le même sens que donc le sumérien Gal ou que le hiéroglyphique hittite qui a donné le terme dominus, bien qu'évidemment celui-ci soit beaucoup plus récent que le proto-élamite. Alors intéressons-nous maintenant au décryptage de la fresque que nous avons identifiée tout à l'heure, la référencée numéro 200 donc par André Leroi-Gourhan.
Comme je l'écris, il est bien évident que ce signe, pétiforme, appliqué au bison, laisse entendre que ce n'est pas simplement une figure animale, mais qu'il s'agit bien évidemment, très vraisemblablement, d'une manière de désigner un roi, un dirigeant et un maître. Alors je ne vais pas rentrer ici dans les explications précédentes ou postérieures venant à expliquer qu'en fait le taureau sauvage, le roc, le bison ont de tout temps, et a fortiori dans les temps préhistoriques, étaient constitués des figures symboliques, des images symboliques servant à représenter la grande divinité, le Père des dieux. Donc nous avons compris que ce signe pétiforme signifie donc le roi, le maître, le puissant, et désigne de toute évidence une divinité. J'attire maintenant votre attention, si l'on reprend cette figure, sur les 4 autres signes qu'il nous reste à expliquer. Les 2 cornes, on voit bien qu'elles sont faites de manière très proéminente et stylisée. La simple forme ici, donc, qui fait référence à l'animal, à l'auroch. On trouve ce rectangle et ensuite cette demi-lune. Nous allons voir de quoi il s'agit tout à l'heure. Alors déjà, qu'est-ce que représentent ces 2 cornes? Il faut bien comprendre que le langage idéographique consistait à accentuer, à hypertrophier certaines zones, certaines images, de manière ainsi à associer cette zone particulière à des sons qui seront donc prononcés pour constituer des logogrammes, des phonèmes, et donc ensuite des phrases et des sens. Alors, si on retourne à mon livre, et notamment à l'autre fresque de Marsoulas qui a fait l'objet d'une analyse, d'une explication dans ce livre, qui fera l'objet donc d'un article futur, vous trouvez donc à la page 391 cette autre fresque de Marsoulas extrêmement détaillée, et vous remarquez donc ici que sur le bison, nous avons 2 cornes très proéminentes. Il s'agit ici, alors on ne le voit pas sur cette image, mais en fait, en sous-jacent, il y a un bouquetin qui est représenté, mais évidemment, ces 2 cornes, marquées de manière aussi particulière, ne sont pas là par hasard, comme l'intégralité des signes qui sont ici présents. J'ai eu l'occasion donc dans le livre, et donc comme on le verra dans un autre article, d'expliquer ce que ces 2 cornes signifient. On va le revoir ici puisque finalement on les retrouve. Alors j'attire votre attention sur le fait de comprendre ce que Champollion avait déjà compris et expliqué depuis quand même très longtemps, savoir que donc une écriture, nos écritures simplifiées ou des écritures simplifiées, comme par exemple le hiératique, n'est qu'une simplification, qu'une stylisation d'images ou d'idéogrammes plus complexes. On prend ici des exemples donc de hiéroglyphes, et on voit progressivement la transformation de ce hiéroglyphe de l'oie, ici du chien, du lièvre, etc., et leur transformation donc progressive en hiératique, en faisant quoi? En se limitant à conserver certains éléments clés de la figure idéographique primitive. Et c'est exactement le même principe que l'on doit comprendre et opérer pour comprendre ce que signifie ce signe donc des 2 cornes. On remarque qu'elles sont incurvées. Or, qu'est-ce que ce signe signifie? Il est, à vrai dire, d'une extrême simplicité. Pourquoi?
parce qu'on peut dire que c'est tout simplement l'élément le plus basique, le plus élémentaire du proto-cunéiforme ou du proto-sumérien. Pourquoi pouvons-nous dire cela? Eh bien, c'est très simple, il nous suffit de retourner donc sur le site de la CNIL que j'ai déjà mentionné précédemment. Donc, je vous le rappelle, Université d'Oxford, CNRS, on va à la liste des signes, on la retrouve ici, et si nous allons au tout début de cette liste, qu'est-ce que vous voyez ici? Ces deux traits incurvés, ces deux lignes incurvées désignent la lettre A. Et donc, si nous revenons au livre, qu'est-ce que c'est que cette lettre A? Qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, en sumérien, le A est le mot qui désigne le père et qui désigne aussi un cours d'eau, un canal, une inondation, des larmes, un fluide séminal, une descendance. De la même manière que le signe A majuscule, donc en hiéroglyphique, désigne quant à lui un vautour qui, nous le verrons, est constamment associé à la figure du père, voire aussi de la mère dans un sens symbolique bien particulier. Donc, comme je le disais dans le livre, même si les deux traits brisés parallèles évoquent visuellement un canal, un cours d'eau, ce qui laisse penser que c'est son seul sens premier, en vérité, il faut bien comprendre que son sens sumérien et donc symbolique est bien plus important, et celui donc du Père, en l'occurrence du Père primordial divinisé. Alors revenons maintenant, je ne vais pas vous dire à nos moutons, mais plutôt à notre taureau auroch, bison donc de la fresque de Marsoulas toujours, mais celle la 200e, référencée par André Leroi-Gourhan. Donc il faut bien comprendre ici que nous avons donc le signe A, qui signifie donc le Père. Allons maintenant voir donc ce que les autres signes signifient. On a vu, ou l'on va voir dans un autre article distinct, celui qui va expliquer notamment le symbolisme et la signification du taureau auroch de la grotte de Lascaux, celui donc de l'entrée principale du panneau de la licorne, que en fait le signe que le bison, donc en sumérien, se dit Am ou Ama, et que donc la conjonction de ces cornes sumériennes, donc qui signifie A, qui se prononce A ou Ada, puisque père se dit aussi Ada en sumérien, donne, donc se prononce Ada Am ou Ada Ama. Donc si l'on contracte Adam ou Adama. On peut aussi préciser ou rappeler que l'auroch ou le taureau en sumérien se prononce Kou ou Gou, de sorte que cet idéogramme-là, les deux cornes plus la forme donc du bison, de l'auroch ou du taureau, peut se prononcer Aku ou Agou ou Adakou ou Adagou. Ceci étant dit, on va maintenant s'intéresser à ces deux signes qui sont eux aussi mentionnés, inscrits sur cette figure. Alors on va donc maintenant voir le signifié de ces deux signes, et vous allez voir que c'est vraiment à proprement parler juste extraordinaire de voir la signification de ces signes au regard de leur localisation sur l'image. Alors intéressons-nous tout d'abord au tout premier, à ce signe rectangulaire. Alors ce signe en fait on le retrouve encore une fois en proto-cunéiforme. Si on va toujours pareil au même endroit, donc sur le site de la CNIL, vous arrivez sur la page donc afférente à Guiche, et donc vous retrouvez ce signe, vous le voyez ici,
avec son signifié ici, enfin sa translittération. Alors ici il est écrit G-I-S-Z parce que le ch sumérien ne peut pas être translittéré ou écrit, donc c'est la raison pour laquelle il y a ce SZ, mais c'est Gish, donc il faut lire. Donc on retrouve le signe ici. Alors qu'est-ce que Gish signifie en sumérien? Alors d'une manière générale, c'est un déterminatif qui est positionné systématiquement devant les noms d'objets, notamment en bois. Voilà, ça désigne généralement du bois. Mais la particularité, c'est que, on va le voir, c'est que lorsqu'il est associé à ce signe-là, il ne s'agit plus d'un objet en bois, mais il prend un autre sens. Alors donc la question est, qu'est-ce que ce signe-là, donc qui ressemble à une lune, à une demi-lune ou à une cote, signifie? On va prendre ensemble, si vous voulez bien, l'idéogramme de Ti en proto-sumérien. Donc, site de la CNIL, proto-sumérien, et si on va à Ti, qu'est-ce que l'on voit? On voit que sa représentation idéographique est une flèche. Si l'on revient maintenant au sumérien, donc la langue qui a suivi le proto-sumérien, eh bien, en fait, le logogramme Ti renvoie en sumérien à une flèche, mais aussi, notez bien, à une cote, à un côté, side, ou à une cote au sens, donc, la cote du poitrail, de la poitrine, donc qui protège notre cœur, hein, donc le terme rib en anglais. Autrement dit, ce signe-là, Ti, désigne une cote. Et on peut aussi noter que ce signe, donc qui ressemble à une lune ou à une cote, se dit spr en égyptien. Et ce qui est tout à fait remarquable, c'est que le signe du croissant de lune, qu'il soit en position verticale ou inversée, il est dans certaines inscriptions écrit par ou remplacé par spr, qui signifie donc une cote. Encore une fois, la version ici donc de la lune et peut-être il est notifié comme pouvant être confondu avec le terme spr pour cote. Donc il est impératif de comprendre que en sumérien comme en égyptien, ce signe, qu'il se vocalise Ti ou spr en égyptien, désigne la cote. Et nous verrons que, alors c'est pas l'objet de cet article, mais que la femme primordiale, lorsqu'elle a été divinisée, elle a notamment été divinisée sous le symbole de la lune, l'homme sous celui du soleil, et aussi, outre celui de la lune, elle a aussi été divinisée sous le symbole de la cote. Nous rencontrerons par exemple dans la mythologie grecque la déesse Thalassa, qui n'est rien d'autre que la déesse de la cote, ou l'entité qui vient donc du mot tsalat, la cote. Il y a beaucoup de déclinaisons de ce fait, et ça réclamera vraiment un article spécifié pour ce qui est donc de déterminer l'identité de qui se cache derrière le symbolisme de la cote. Donc, ce qui nous faut comprendre de manière impérative, et qui est, je le précise ici vraiment dans le livre, enfin dans l'article, qui est absolument remarquable, c'est que, outre le fait que l'ensemble donc des deux cornes, plus la forme du bison, plus le pétiforme donc de la royauté, nous dit qu'il est question ici de Ada, Am, Gal, c'est-à-dire le roi, le maître, Adam,
il faut bien comprendre que le couple d'idéogrammes que l'on a ici, Gish et Ti, est absolument unique en proto-sumérien, parce que Gishti, c'est le deuxième nom sumérien de la côte. La côte se dit soit Ti, mais elle se dit aussi, et c'est son deuxième, et sa deuxième et unique possibilité d'être prononcée, c'est Gishti. Donc comprenez bien ce que cela veut dire. C'est que ici, on aurait pu à la limite avoir une confusion si nous n'avions eu que la côte de dessiner à cet endroit. Mais en ayant ce signe proto-sumérien, le signe de Gish, qui vient se greffer, se surajouter à celui de la côte, on est absolument certain que ce signe signifie Gishti, qu'il désigne la côte. Et vous comprendrez avec moi qu'il est juste improbable, statistiquement impossible, qu'une côte soit, comme par hasard, dessinée à cet endroit précis de l'animal, donc du bison taureau auroch, puisqu'il est exactement à l'endroit donc de sa côte. Qu'est-ce que cela signifie pour nous? Alors, outre le signifié même de cette figure, au-delà donc du signifié de cette figure que nous allons voir ensuite, eh bien c'est la démonstration évidente que c'est bien le proto-sumérien qui est le langage idéographique qui permet de décrypter, de déchiffrer cette figure, et nous le verrons aussi par extension toutes les autres figures, même si dans mon livre je ne me suis intéressé qu'à 10 fresques qui sont donc toutes détaillées et qui renferment bien plus de signes encore que cette simple fresque là. Mais vraiment, d'un point de vue statistique, nous sommes avec cet exemple là face à une preuve évidente donc de la parfaite correspondance entre le système sémiologique des signes rupestres, donc des cavernes. Je reprécise à nouveau, pour ce qui est des signes rupestres, où il y a association de figures animales et de signes, et donc le système sémiologique proto-sumérien ou proto-cunéiforme. Simplement, qu'est-ce que cette figure, une fois que l'on a rassemblé tous ces éléments, qu'est-ce qu'elle signifie? Eh bien, on peut la lire comme étant Adama ou Adam, le maître, le roi de la côte, ou symboliquement de son épouse, la femme primordiale. On peut aussi le lire comme étant donc Adama, le maître, le roi, le seigneur, et accompagné donc de son épouse, de sa femme symbolique qui a été représentée donc de tout temps sous l'emblème, le symbole de la lune, ou ici en l'occurrence de manière extrêmement évidente celui de la côte. Nous allons voir maintenant, puisque nous y sommes, puisque nous avons parlé de ce pétiforme, la figure 138. On va là encore la décrypter ensemble. Elle est franchement très basique, puisque nous avons déjà vu tous les signes quasiment sauf celui-ci, le signe du rameau. Alors comment la lire? Eh bien tout simplement, ces deux signes là, nous les avons déjà vus, ce sont les deux signes qui proto-cunéiformes qui renvoient au phonème A, donc au père. Alors on rappelle, le père se dit soit A, soit Ada, et donc Gal, donc qui est ici, donc ça se lit A, Gal, ou Ada, Gal. Et donc si on se réfère au proto-sumérien, Agal désigne en sumérien donc un déluge. Vous le retrouvez donc dans le lexique Aloran à la page 72, Agal, overflow of flood waters.
waters plus big. Autrement dit, c'est un débordement d'eau diluvienne, de grandes eaux. Mais si vous allez, pareil, donc toujours au lexique Aloran, vous verrez donc en page 3 que le terme A ou E pour père est aussi synonyme de déluge. Donc nous voyons bien que ce mot désigne notamment le père en tant que Gal, en tant que roi ou maître. Le fait qu'on ait ici une scission des pointillés sert à représenter deux mondes, le monde supérieur et l'inframonde. Donc le ciel et on peut dire les enfers, même si en sumérien les enfers n'avaient pas du tout le même sens que dans les religions qui s'en suivront plus tard. C'était simplement le royaume donc des morts. Et eh bien, si nous nous intéressons maintenant à l'idéogramme de dessous, nous retrouvons à nouveau A ou Ada, et quant à ce signe du rameau, c'est tout simplement le signe qui se translittère en Esh. Nous voulons connaître le signifié de ce signe du rameau. Il nous suffit simplement d'aller voir son sens proto-sumérien. Nous le retrouvons ici et il se translittère ou se vocalise ch. Vous voyez, il a plusieurs variantes. Ch, nous verrons qu'en sumérien le son ch peut aussi se prononcer esh. Donc esh, c'est la raison pour laquelle je l'ai ici transcrit comme esh, mais bon, on peut très bien tout aussi bien le laisser comme étant ch. Et donc, bien tout simplement, comment ce signe, enfin ces deux signes se lisent. A, esh, ou bien ada, esh, ou adash. Et cela désigne, on le comprend donc, c'est l'antithèse ou le correspondant du dieu du ciel, qui est ici représenté comme étant le seigneur donc de l'inframonde, qui n'est d'une autre que finalement ce qui a donné quelques centaines ou milliers d'années plus tard le nom d'Hadès grec, dont l'origine, nous l'avons compris, est en fait uniquement est une origine donc sumérienne, mais bien au-delà de l'antique Sumer, d'une origine purement préhistorique, puisque, comme nous aurons l'occasion de le voir tout au long de cette série, Sumer et l'Égypte n'ont été qu'un pont entre la préhistoire et l'histoire. Voilà, j'espère que cet examen, bref, puisque nous avons, je vous l'assure, nous n'avons examiné que deux signes très très simples finalement. On peut les revoir ensemble très brièvement, ces deux signes-là. Donc deux signes, encore une fois, voilà, répertoriés par des archéologues de renom, André Leroi-Gourhan, et en vertu donc des thèses qui s'en sont ensuivies, toujours menées par des archéologues qui ont vraiment fait un travail absolument considérable de relevé de tous ces signes donc très particuliers qui relèvent donc du paléolithique supérieur et qui ont été systématiquement associés à des figures animales. Et nous l'avons compris que dans ce cas précis, nous sommes ne serait-ce que par ces deux petits exemples qui servent d'illustration, nous avons compris que nous sommes vraiment face finalement au système idéographique, donc proto-cunéiforme. Je comprends parfaitement que cela ne puisse peut-être pas emporter l'adhésion sur base de ces deux seuls exemples de toute personne qui découvre finalement ces matières pour la toute première fois. Mais je pense, enfin je suis convaincu que toute personne objective et rationnelle qui prendra le temps de lire mon livre donc sur donc le déchiffrage du langage de caverne, donc qui est un livre
de 700 pages, où il y a toute la démonstration sémiologique de la correspondance entre ces deux systèmes, le système rupestre et le système proto-sumérien, et qui l'illustre donc par 10 exemples de décryptage, donc celui dont nous venons d'en examiner un ensemble. Voilà, je suis convaincu qu'à la lecture, on va dire, poussée de ce livre, voilà, toute personne rationnelle devrait pouvoir comprendre et avoir la preuve que effectivement ce système rupestre peut aujourd'hui être décrypté, même si cela va à l'encontre de la théorie dominante qui nous a toujours enseigné que ce système ne pouvait pas être compris, connu, et que il existe donc un viaduc temporel tel qu'il est impossible qu'il puisse y avoir un pont entre la préhistoire, le paléolithique supérieur donc, et Sumer, mais donc ce livre en fait la démonstration complète, on fait la démonstration complète du contraire. Voilà, je vous remercie beaucoup pour votre écoute. J'aurai bien évidemment l'occasion de produire de nouveaux articles, notamment sur ce sujet bien précis du déchiffrage du langage des cavernes, mais aussi bien sûr sur tant d'autres articles liés à des livres que j'ai pu éditer et dont j'espère que vous aurez aussi le temps et de vous intéresser. Merci encore pour votre écoute et à très bientôt.